Hello. On espère que vous allez bien. Ouais, on est trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 3 de You All sur vos anecdotes. Amical, cette fois-ci. Ouais, franchement, si vous n'avez pas écouté le premier épisode sur les anecdotes amoureuses, il est vraiment trop drôle, donc allez l'écouter. Ouais. Et aujourd'hui, on va recevoir et réagir à des anecdotes amicales qu'on ne connaît pas. Exactement, parce que c'est Manon qui est en stage avec nous, qui les a triés, comme pour le précédent et comme pour les suivants d'ailleurs, qui les a triés, choisis et qui nous les a mis dans un petit document qu'on va découvrir. Elles ont l'air très longues et j'espère qu'il y a plein de détails très croustillants. Du coup, j'ai trop hâte. Donc du coup, pour rappel, on y réagit toujours. Le but, c'est pas de se moquer, de juger, etc. On y réagit en tant qu'être humain et en même temps, on peut apporter aussi, peut-être, si besoin, des éclairages, des conseils. Moi, en tant que psychologue, je peux aussi, peut-être, pourquoi pas, apporter quelque chose de ce point de vue-là. Donc voilà. C'est parti. Ouais, je l'ai rajouté un truc, mais c'est pas grave, je suis pas obligée de le dire. Ouais, vas-y. J'allais dire, voilà, comme vous savez, ici, on essaie d'être l'espace le plus bienveillant et le plus sécure possible pour tout le monde. Donc, et n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner votre avis sur les anecdotes que vous allez découvrir aujourd'hui en commentaire ou sur nos différents réseaux, pardon. À nous dire celle que vous avez préférée, celle qui vous a fait le plus rire, etc. Ouais, et on espère que si vous vous identifiez à certaines des anecdotes, qu'on aura pu y réagir de la meilleure façon pour vous. Ouais. Ok. Let's go. Je commence. Tu commences ? Ouais. Vu que tu as commencé à l'épisode précédent. Oh waouh, oui, c'est long. Alors, vous êtes prête pour l'histoire ? Parce que là, c'est vraiment une histoire. Alors, ça fait la deuxième fois que des amis, une avec qui j'ai eu 3 ans d'amitié et là, tout récemment, 10 ans d'amitié, vont raconter derrière mon dos auprès de mes autres amis que je suis hypocrite tout simplement parce que je n'ai d'histoire avec personne. Oui, d'après elles, ce n'est pas possible que je sois toujours dans la bienveillance envers l'autre et donc que je sache mettre mon ego de côté pour régler des désaccords, quoi. Et selon elles, il faut se méfier de moi car tout le monde a une part sombre et je cache bien mon jeu, que je ne suis pas quelqu'un de vrai, apparemment, MDR. Ça fait mal de savoir que les amis qui te connaissent, enfin, je pensais, puissent croire que t'es mauvaise juste parce que tu es foncièrement bienveillante et que t'es juste quelqu'un qui évite les embrouilles pour rien, quelqu'un qui l'ouvre juste quand c'est pertinent de le faire. Ça m'a profondément impactée parce que j'ai l'impression que mon essence, ma réelle personne, n'est pas assez mauvaise pour les gens et que malheureusement j'en paie le prix. Et le pire, c'est en majuscule ça. Vous allez rire, j'espère qu'on va rire. T'as la pression là. C'est qu'encore aujourd'hui, j'ai pardonné ces femmes. Je me dis qu'elles ne font qu'une projection sur moi, mais je n'ose pas leur dire que je les ai pardonnées. Sinon, elles vont penser de moi que je suis hypocrite encore une fois. J'ai fini par penser un instant. Si j'étais une connasse, je serais peut-être toujours amie avec elle en fait. Enfin. Ok, hyper intéressant. Moi déjà, ça commence par mes amis parlent derrière mon dos. Bah du coup, c'est pas tes amis quoi. Non mais... Ne recrache pas ton thé. Non mais en fait, à partir du moment où moi je pars du principe que quand t'es ami avec quelqu'un, c'est pas que pour les bonnes choses, c'est aussi pour entendre les choses moins agréables parfois, et que si t'as quelque chose à dire à tes potes, que ce soit agréable ou pas agréable, t'es en capacité de le faire, de le dire, et que tes potes en face vont pas forcément mal prendre les choses, ou en tout cas vont être à l'écoute de ce que t'as à dire, tu vois, sans surréagir, etc. Donc si déjà ces personnes-là sont pas capables de te dire directement à toi ces choses-là, bon bah c'est que pour moi c'est pas vraiment des amis quoi. Et d'autant plus que visiblement ces personnes-là, donc en fait elles ont un peu genre une croyance fondamentale un peu dysfonctionnelle qui est que une personne trop gentille est forcément hypocrite. Moi c'est ce que je vois. Et donc du coup cette croyance fondamentale-là, elle va en fait impacter leur comportement, forcément face à cette personne qu'elle juge comme étant trop gentille, en supposant que, en fait, elle est mauvaise, qu'elle est hypocrite, qu'elle j'en sais rien, qu'elle elle est pas sincère, etc. Alors qu'en fait, c'est juste des suppositions. C'est-à-dire, si jamais vous avez l'impression que quelqu'un cache quelque chose, que quelqu'un ne dit pas ce qu'elle pense, etc., allez lui demander. C'est-à-dire, le principe de l'amitié, quand même, c'est d'avoir un espace de communication, normalement, qui existe et qui est fait pour ça, justement. Donc, moi, ce qui m'étonne dans cette anecdote, au final, c'est que ces amis-là, en fait, ne prennent même pas la peine de discuter clairement avec la personne qui raconte l'anecdote en lui disant, c'est vrai que t'es toujours si bienveillante, etc. Genre, comment tu fais ? Genre, ça coûte quoi d'en parler comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je trouve qu'il y a aussi un truc un peu d'hypocrisie où, tu vois, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très honnête.
et donc qui va être parfois très franche et parfois peut-être un peu blessante dans la manière de dire les choses et tout, ça c'est probablement. Mais c'est aussi quelque chose que les gens n'aiment pas en général. Tu vois, moi je me retrouve souvent. Ouais, genre faut savoir quoi. Voilà. Moi je me retrouve souvent dans des situations où on me dit, on prétend de moi alors qu'on me connaît très peu, que je suis quelqu'un de méchante, de pas cool, pas fun, pas machin, pas truc et tout, parce que je suis quelqu'un de très honnête et très franche. Mais en fait, il faut savoir. Ouais, c'est clair. Soit tu veux quelqu'un qui réagit à tout parce que tu penses que sinon c'est une personne hypocrite, mais dans ces cas-là, bah, il faut avoir. Enfin, genre, il faut que tu assumes que la personne, elle te dise quand tu fais des trucs nuls, tu vois, par exemple, ou que tu assumes qu'elle te dise que, par exemple, elle t'aime pas ou que machin, que truc. Et en même temps, bah, si tu veux pas ça, tu peux pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est hyper. Je trouve hypocrite le truc de. Les gens qui prennent jamais parti, qui sont toujours très gentils, très machin, très truc. Bah, en fait, c'est des hypocrites. Mais par contre, ceux qui sont trop francs, c'est des gens méchants. Bah, je sais pas, vous voulez quoi en fait ? Le beurre, l'argent du beurre, le cul, la crémière. Ouais, c'est clair. Et le père de la c'est crémière. Clair. Bah, en fait, ouais, c'est encore une fois, ça va être des personnes qui vont vouloir, non pas quelqu'un pour qui il est, mais quelqu'un qui. Qui correspondrait à toutes leurs attentes, sauf que c'est impossible. Dans ce cas-là, prenez un objet, dites que cet objet c'est votre ami, et comme ça au moins cet objet il changera pas, il est malléable, vous pouvez le considérer de la façon dont vous voulez, le traiter de la façon dont vous voulez, il vous dira rien. Après peut-être on vous prendra un petit peu pour quelqu'un de pas net à dire oh le tabouret c'est mon ami. Si vous faites ça après à vos risques et périls. À vos risques et périls, mais simplement effectivement c'est complètement déshumanisant de ne considérer une personne que comme on espère qu'elle soit, que en projetant, elle l'emploie, en plus elle dit que c'est de la projection, etc. Moi je suis assez d'accord. Enfin, les êtres humains, vos proches, ne sont pas des surfaces de projection. Ce sont des êtres humains à part entière, avec leur identité, leur personnalité, leurs besoins, leurs limites. Et il faut faire avec, en fait. Et si, évidemment, il y a des choses qui vous plaisent pas dans le comportement de certaines personnes, bah il faut en parler en fait, tout simplement. C'est vrai que ça peut paraître bateau, hein. Moi c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne, je leur dis mais vraiment quand je vous dis que la communication c'est genre l'outil principal dans les relations, bah c'est le cas en fait. Ouais, même amical. Hein. Vraiment, oui, et même amical, effectivement. Donc, et par contre, là elle dit qu'elle est toujours amie, qu'elle leur a pardonné. Qu'elle leur a pardonné. Non, elle dit... Je sais pas si, en fait, j'arrive pas à comprendre si elle est toujours amie avec elle. Je n'ose pas leur dire que je les ai pardonnés. Sinon, elles vont penser de moi que je suis hypocrite encore une fois. Donc, je pense qu'elle ne côtoie plus ces personnes, mais juste elle leur a pardonné. Ce qui est très bien, parce qu'au moins, toi, tu avances complètement. sans et c'est être pas dans une culpabilité ou quoi. C'est pas obligé de pardonner. Le chemin du pardon, on peut le faire que si on en a envie. Il y a pas... Le chemin du pardon. Waouh, c'est beau ce que je dis. C'est parce que je suis malade et que j'ai de la fièvre, donc c'est pour ça ça me rend intelligente. Ok. Anecdote suivante. Let's go. Ok. Je relationne amicalement avec des garçons plus facilement qu'avec les filles, aussi loin que je m'en souvienne. Je me suis toujours sentie regardée comme une personne et pas comme un genre par ma bande d'amis garçons. C'était normal. Puis ils ont commencé à sortir avec des filles hétéro cis. J'ai le souvenir d'une soirée où toutes les filles étaient assises, face à face, quand mes amis étaient dehors à rire comme on peut le faire ensemble depuis toujours. Je suis restée avec les filles par sentiment d'obligation. Je suis une fille et donc je dois forcément, pour la société, me sentir plus à l'aise avec les personnes du même genre. C'est 15 ans après cette soirée et les questions qui en ont découlé que je me découvre. Je suis non-binaire. Ou comment la société ancre dans la tête des femmes hétéro cis++ des obligations de compétition. Je trouve ça hyper intéressant comme anecdote parce que il y a un vrai truc, tu vois, sur ce qui est dit au début de je relationne amicalement avec des garçons plus facilement qu'avec les filles, d'aussi loin que je m'en souvienne. Et ça, c'est vraiment un truc, je trouve, qu'on nous a de ouf ancré en tant que meuf. Tu vois, c'est de nous dire, en fait, les autres filles, c'est vos rivales. Et du coup, moi, la première, pendant très longtemps, j'ai été plus pote avec des mecs qu'avec des meufs. Parce que je trouvais les filles pas intéressantes, pas drôles, pas fun. Les garçons, ils étaient forcément meilleurs, etc. etc. Et puis parce qu'il y avait ce truc de compétition, je vaux mieux que les autres filles et tout le tralala. Et je trouve que c'est un truc qui est ultra ancré, où tu vois, quand tu dis aux gens que... Moi, par exemple, quand je dis aux gens que j'ai qu'une équipe de filles dans mon travail... À chaque fois, c'est ah ouais, mais ça va, il n'y a pas trop d'hypocrisie, de cancan, de machin et tout, alors que pas du tout, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de compétition qui est ultra ancré entre les meufs, tu vois. Déjà qu'en tant que femme ou personne, ou minorité de genre, il y a ce truc où tu dois plus en faire
pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir faire ta place dans toutes les sphères. Dans les sphères amicales, amoureuses, professionnelles, etc., même dans le sport et tout. Déjà, il y a ce truc-là. Il y a ce truc où déjà, en tant que meuf ou personne minorisée de genre, tu dois faire plus pour. Et donc, forcément, vu que tu dois faire plus, il y a toujours ce truc de plus que les autres. Plus que les autres meufs, plus que machin. Et effectivement, ça rejoint vraiment ce truc de compétition et de rivalité. Mais effectivement, avec lequel on nous matrixe, mais depuis toujours, bien sûr. en fait, au final. Moi, par exemple, tu vois, c'est un truc que j'ai ressenti de ouf quand j'étais au collège et que j'étais amie avec des garçons assez facilement. Toutes les filles, elles me détestaient, en fait. Parce que j'étais amie avec les garçons et parce que du coup, j'étais vraiment leur rivale, alors que j'en avais RAF, quoi. Franchement, oui. Mais bon, ça, je me rendais pas encore trop compte de ces dynamiques-là à l'époque. Maintenant, avec le recul, effectivement, c'est terrible, en fait, de se dire que... Et en plus, on est matrixé avec ces dynamiques de rivalité, et en plus, on vient quand même nous dire qu'il faut s'entendre... Enfin, il faut faire genre que on s'entende, tu vois, et que donc les filles doivent rester ensemble quand il y a des soirées pour que les garçons restent ensemble à faire leur truc de garçon, quoi, tu vois. Non mais oui, de ouf. Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur les dernières années, justement, de me réapproprier les amitiés féminines, de me réapproprier les relations féminines aussi, tu vois, à renouer des liens avec des meufs, à réapprendre à justement avoir des relations beaucoup plus saines et basées sur complètement autre chose que la compétition qu'il peut y avoir. Et je trouve ça tellement réparateur maintenant d'être entouré que de meufs. Et tu vois, genre moi je le vois tous les jours au bureau et tout, avec mon équipe de meufs. C'est trop bien en fait, genre on n'a jamais aucun mec pour nous dire quoi que ce soit. On n'a jamais de soucis du coup liés à tout ce qui va être oppression et dynamique un peu chelou entre les meufs et les mecs, tu vois. Et on a surtout, moi je trouve qu'on a un espace dans lequel chacune peut poser des questions, parler de certains sujets, etc. de manière hyper libre. Et je trouve ça hyper important, tu vois, genre la dernière fois, comme je te disais, j'ai une de mes salariées qui m'a posé des questions sur comment se met une cup, où est-ce que ça se met, est-ce que c'est dans l'utérus, est-ce que c'est dans le vagin et tout. Mais en fait, genre jamais cette personne-là aurait pu, je pense, avoir l'espace de poser cette question aussi librement en plein milieu d'une après-midi comme ça, sortie de nulle part, s'il y avait eu 4 mecs dans la salle, tu vois. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que c'est hyper réparateur et c'est hyper important de pouvoir avoir ces espaces-là. Et en fait, moi, je vous pousse à reconnecter avec vos amitiés féminines, à reconnecter avec les femmes de manière générale pour créer ces espaces qui sont tellement importants et qui font tellement de bien, genre. Mais oui, effectivement, c'est hyper important en grandissant, déjà d'avoir conscience de ces dynamiques-là. Et du coup, la personne qui raconte cette anecdote, big up à toi, c'est trop chouette que t'aies pu faire ton chemin, que t'aies pu te découvrir, que t'aies pu comprendre ce qui se jouait en fait à ce moment-là et que t'aies pu te trouver en fait, tout simplement. Donc moi, c'est trop cool. Enfin, j'adore ce genre d'histoire. Et pas pour vous, pour les personnes qui nous écoutez, quand vous êtes en fait sur ce chemin de vous découvrir encore mieux et de déconstruire aussi toutes ces choses-là, prenez le temps de réparer aussi ces dynamiques-là. Prenez le temps de vous reconnecter aux choses auxquelles on ne vous a pas permis de vous connecter quand vous étiez plus jeune ou dans vos différentes expériences de vie. Et ça permet de réparer des trucs genre vraiment chouettes en soi. Grave. Aimez-vous entre vous les meufs, franchement. Parce que c'est bon, les hommes nous détestent déjà assez pour qu'on se déteste ensemble. Ouais, c'est clair, c'est vraiment marquer des buts contre notre camp, quoi. Ouais, c'est clair. Clairement. Alors. Anecdote 3. Anecdote... Le roman. Ah oui, il y a écrit anecdote 2, mais c'est anecdote 3. Alors là, littéralement, c'est un roman. Je sais pas si vous pourrez voir, mais vraiment, il y a genre 2 pages. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Alors, c'est pas une anecdote très drôle. J'ai eu une relation amicale à distance avec une personne. Même si c'était à distance, donc via Discord, Twitch, je pense que je n'ai jamais été aussi proche d'un ami. Bref, au fur et à mesure du temps, il a commencé à s'embrouiller avec d'autres personnes avec qui on jouait et il ne me racontait pas tout ce qui se passait, donc je n'avais que son point de vue. Et comme j'avais passé les années précédentes toute seule, je me suis très accrochée à lui. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à nous envoyer des au revoir assez inquiétants, juste après qu'il se soit fait ban de certaines communautés Twitch. Après le message, il coupait tout, plus de réponse aux appels, et à chaque fois il revenait le lendemain en disant qu'il était tombé, et c'est pour ça qu'il répondait plus. Il faut savoir que cette personne avait, d'après lui, un cancer en phase terminale, ce qui augmentait nos inquiétudes quand on n'avait pas de nouvelles.
La seule fois où j'ai voulu m'éloigner de lui, il m'envoyait des messages comme quoi ses résultats médicaux avaient empiré, et comme je ne répondais pas, j'ai reçu un message le lendemain de sa soi-disant mère qui me disait que son fils n'était pas très bien et elle me demandait si je pouvais être présente pour lui. Il n'avait d'après lui plus que 6 mois à vivre, et dès que je retournais sur les lives de personnes à qui il ne parlait plus, il trouvait un moyen de me faire culpabiliser. D'un coup, il donnait plus de nouvelles alors qu'on se parlait tous les jours pour que je m'inquiète. Mon grand-père est décédé pendant cette période et le lendemain de son décès, j'apprenais que cette personne allait avoir une grosse opération et qu'il avait 50% de chances de survie. J'avais des nouvelles par sa mère, entre guillemets, qui m'avait dit qu'il était dans le coma. J'ai appris la veille de l'enterrement qu'il était sorti du coma. Les semaines qui ont suivi étaient très compliquées pour moi. Et là, j'étais arrivée à un stade où tout ce qu'il me disait était vrai, car s'il disait un seul mensonge, ça voudrait dire qu'il avait menti sur tout. Donc à un moment donné, plus le mensonge était gros, plus ça passait. Ça a duré un mois jusqu'au jour où je l'ignore, sur toute une journée après qu'il ait fait silence radio pendant 5 jours d'affilée. Et en une soirée, j'ai reçu 1 tonne de messages de sa part et de la part de sa mère, entre guillemets. Puis il y a un moment où le message qu'il venait de m'envoyer sur Discord est apparu avec le numéro de sa soi-disant mère, et là j'ai compris. Il faut savoir que ça faisait 2 ans que j'étais en dépression et que j'étais sous antidépresseur. Je lui ai donc dit que tant que je n'entendrais pas la voix de sa mère, je ne lui parlerai pas. J'ai reçu un appel du numéro de sa mère, la voix était très bizarre et j'entendais quasiment rien. Mais ça a permis sur le coup à mon cerveau de se calmer. J'ai dit à mon ami que je voulais qu'il me laisse tranquille pour le moment, j'avais besoin d'être seule et que je ne voulais pas qu'il me recontacte tant que ça ne serait pas moi qui ai pris les devants. Il ne l'a pas respecté, il m'a renvoyé un message le surlendemain en me mettant un ultimatum comme quoi il ne voulait pas attendre et voulait savoir si je voulais rester amie avec lui ou pas. Je lui ai dit par un message beaucoup trop gentil, après réflexion, que c'était mieux qu'on prenne chacun des chemins différents. Il m'a appelé une dernière fois au téléphone, il était en train d'insulter toutes les autres personnes, que tout le monde l'abandonnait. Je me suis énervée, puis je lui ai expliqué ce que j'avais déjà dit par message. Il m'a dit « Si c'est comme ça, adieu ». Il a raccroché, puis le lendemain, j'ai appris qu'il s'était suicidé, qu'il était mort. J'ai clairement vécu la pire période de ma vie, puis 7 jours après, j'apprenais qu'en fait, il était vivant. Wow, les rebondissements de fou. Après ça, il a essayé de me harceler via des noms de profils inconnus avec des trucs du style « Je suis sûre, t'aurais préféré qu'il soit mort ». Et il me harcelait tous les jours d'appels anonymes. J'ai réussi à tout bloquer de partout au bout d'un moment. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec cette personne. J'ai mis énormément de temps à me reconstruire. Ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai plus aucune nouvelle. Mais il y a toujours une peur qui subsiste, même si elle est beaucoup plus supportable que les premiers mois. Voilà, désolée pour ce long témoignage. Merci de l'avoir lu. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein. Ben, c'est une relation... c'est une personne... Toxique. Hyper toxique, voire même dangereuse, hyper abusive, comportement manipulateur chantage au suicide, menaces, comportement de chantage de toutes sortes, culpabilisation, inversion de la culpabilité, manipulation, mensonge, il se fait passer pour sa mère, harcèlement, enfin alors. Là, il y a rien qui va, quoi. Vraiment, c'est le combo ultime de tous les trucs terrible qu'on peut avoir dans une relation, quoi. Et malheureusement, la personne qui nous raconte ce témoignage donc dit qu'elle était en dépression pendant toute cette période. Et en fait, quand on est en dépression, nécessairement, on se raccroche aussi à ce qu'on peut. Et en fait, cette personne, elle a été en fait, au début très présente. Il y avait tout un truc un peu de love bombing encore au début, où ça se passait très bien, où la personne était très présente, etc. Et donc forcément, on s'y accroche. Et c'est ce qui permet l'emprise aussi. Toute cette phase au début qui est magique, intense, on se parle tout le temps, tout va bien. Mais en fait, c'est ce qui permet vraiment aux mécaniques d'emprise de s'installer et à la dépendance de s'accrocher, en fait. Parce que quand on est en dépression, généralement, on est aussi assez seul, on s'isole plus facilement. Et donc, quand on a quelqu'un qui est là pour nous tout le temps, avec qui on peut parler 24 heures sur 24, on s'y accroche, en fait. Et ça, c'est normal. Donc déjà, voilà, c'est pas ta faute, déjà. T'es pas du tout responsable de ce qui t'est arrivé. Et parce que déjà, personne n'est responsable du comportement abusif et violent des autres. Oui, c'est clair. Si vous entendez des grognements, c'est Floki. Voilà. Ouais, parce que nos animaux ont décidé de nous embêter juste pendant qu'on enregistre. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire on n'est pas responsable du comportement abusif et violent des autres. Et avec toute cette emprise et avec tous ces comportements-là, c'est normal que tu aies mis du temps à t'en remettre. Et on en met du temps à se sortir d'une telle relation d'emprise, de manipulation, de chantage. Parce que malgré tout, toutes ces dynamiques de dépendance, ça laisse des traces. Et même si on sait que c'était toxique, même si on sait que c'était pas bon pour nous, en fait, on a quand même du mal à s'en défaire. Et ça peut durer vraiment cette phase de presque de détox, en fait, de désintoxication, quoi. Elle peut vraiment prendre du temps, quoi.
Bah, c'est surtout qu'en plus, là, tu vois, il y a eu du harcèlement et tout. Donc, en fait, t'as aussi toute cette peur tout le temps d'être recontacté, d'être machin, qui n'est pas forcément présente toujours dans des relations toxiques que tu peux quitter où il n'y a pas de harcèlement à la suite, tu vois. Là, t'as aussi ce truc constant de te dire est-ce que je vais être recontacté aujourd'hui, est-ce que machin et tout, tu vois. Genre... Oui, et puis quand une personne fonctionne beaucoup avec des mécaniques de chantage, il y a aussi, ça crée une hypervigilance chez l'autre. L'autre va toujours être à l'affût de ok, est-ce que cette personne va faire quelque chose, est-ce que cette personne va mettre sa vie en danger, est-ce que cette personne va m'appeler, m'écrire, me tomber dessus, etc. Et en fait, cette hypervigilance, elle prend toute la place au bout d'un moment dans le cerveau. C'est le principe vraiment de l'hypervigilance. Ça peut augmenter l'anxiété, ça peut augmenter les symptômes dépressifs, ça peut créer des troubles du sommeil, ça peut générer des crises d'angoisse. C'est vraiment l'hypervigilance, c'est vraiment ce qu'on appelle, ça appartient aussi à la catégorie des symptômes post-traumatiques. Et là, clairement, surtout quand ça se termine, c'est normal d'avoir cette hypervigilance qui reste. Et si la personne me réécrit, et si la personne me retombe dessus, et si je revois son nom sur mon téléphone. Et en fait, tout ça, c'est hyper anxiogène et ça peut durer encore des années après la fin de la relation, quoi. Effectivement, aussi... le chantage au suicide, c'est vraiment un truc... ne faites pas ça, en fait. C'est une violence psychologique, ça fait partie des violences conjugales aussi. Et c'est une violence psychologique, du coup, même dans les relations amicales. Et si jamais, là, en vous racontant tout ça, vous constatez que vous vivez une situation similaire, même si c'est difficile, essayez d'en parler, que ce soit à des amis, à vos proches, à vos parents. C'est quoi les lignes d'écoute il y a les lignes SOS Amitié, il peut y avoir le 3114 qui est la ligne SOS Suicide. Et bientôt la ligne d'écoute Evimeria peut-être. On espère. On en reparlera un jour peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler, vous n'êtes pas seul. Et si jamais vous cherchez un endroit qui référence des lignes d'écoute des assos, n'hésitez pas à aller sur le site de mon asso, asso-evimeria, evimeria.fr. Il y a une page qui recense des ressources et des lignes d'aide, des assos, des chats, etc. Si jamais. Clin d'œil. On passe à l'anecdote suivante. Ouais, c'est parti. L'anecdote. Let's go. Alors, au lycée, avec mes amis, entre guillemets, il y a écrit. Ça commence bien. On avait un groupe WhatsApp qui s'appelait les tutos de 3 petits points. Et quasi tous les jours, elle mettait des tutos ultra dégradants. Comment paraître féminine, comment sourire, comment ne pas ressembler à un garçon manqué, comment être belle, comment ne pas avoir un ton monotone, etc. Voilà, évidemment, que du fun. D'où les guillemets sur amis au début. Au moins, ça les faisait bien rigoler. PS1, j'ai toujours le groupe WhatsApp. PS2, merci pour le podcast et tout le reste. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu étais consentante à cette conversation WhatsApp ? Est-ce que tu y participais ? Je comprends pas. J'ai pas trop compris non plus, mais déjà, il n'y a pas de tuto pour être féminine ou pour sourire plus. Enfin, si, pour sourire, il y a un tuto, c'est juste voilà. C'est quoi le tuto ? Bah, je sais pas. Tuto sourire, bah tu voilà. Mais comment tu fais ? Bah tu mais comment tu fais ? Si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui sait pas le faire ? Bah, t'amènes tes bouts de lèvres le plus près de tes oreilles possible. Ah, ta tête refait face à la caméra. On dirait le filtre sur TikTok, le filtre démon là. Non, tu vois, c'est facile. Comment paraître féminine ? Bah juste fais ce que tu veux, quoi. Comment ne pas ressembler à un garçon manqué ? Déjà, ça existe pas, un garçon manqué. Déjà, le terme garçon manqué, c'est pas un terme ouf, c'est un peu c'est déjà carrément transphobe sur les bords. Comment être belle ? Regardez Marie, voilà, tout simplement. Prenez exemple, messieurs, mesdames, et au milieu. Et vous êtes très belle, et ensuite... Alors déjà, en plus, la beauté, déjà, c'est complètement subjectif, donc comment être belle ? Déjà, belle selon quels critères ? Belle pour qui ? Belle pour quoi ? Belle quand ? Belle où ? Comment ne pas avoir un ton monotone ? Eh bah, tu changes de ton comme ça. T'imagines Mais ça veut dire quoi avoir un ton monotone ? Non, c'est si je parle comme ça. Oui, non, c'est très chiant. Hein. Bonjour. Mais... Bonjour. Mais... Je vais lire l'anecdote d'après avec un ton monotone et après je vais changer un ton. En fait, déjà, juste avoir un groupe WhatsApp pour balancer des tutos comme ça. Déjà, mais qui fait des tutos pour expliquer des trucs comme ça ? À part les mascus 2.0, genre qui fait ça, genre ? Ouais. Moi, c'est effectivement ce qui m'étonne, c'est qui a eu l'idée du groupe WhatsApp. De ce groupe et qui s'est dit qu'il fallait faire des tutos pour ça. Ouais. Et en fait, moi j'ai un peu la réponse, c'est-à-dire que encore une fois, quand on est donc du coup c'était un groupe d'amis, au lycée. C'est des meufs. Ouais. Dedans, oui. je peux présumer. Il y a ce truc où du coup forcément il faut plaire, il faut pouvoir atteindre la validation, on va dire, des autres et la validation masculine, on va pas se mentir. Et donc pour ça, il faut être
féminine, je mets des gros guillemets. Il faut toujours sourire. Ça, ce sinon, truc de sourire. Hystérique. Non, mais même pas. Juste, sinon, t'es pas une femme. Ouais. En fait. Enfin, si, t'es une femme, mais genre, t'es plus jolie quand tu souris, quoi. Non, t'es pas une femme. Si, ce truc de garçon manqué, comment ne pas être un garçon manqué? Il y a ce truc où vraiment, Ouais. si tu ne corresponds pas à tous ces critères de la féminité, du coup, tu n'es pas une femme. On vous renvoie d'ailleurs vers notre épisode sur la féminité qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. C'est un hors-série. Si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'on a vraiment plus approfondi le sujet dans cet épisode-là, donc n'hésitez pas à aller l'écouter aussi. Ouais, carrément. Ça parle vraiment de ces choses-là. Et enfin, on voit ce truc de il faut absolument correspondre à tous ces critères-là, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper toxique. Genre, t'es là, t'as un groupe et on te dit comment tu dois être, comment tu dois faire, comment machin. Pourquoi? Pour qu'on se ressemble toutes. Exactement, c'est hyper contrôlant, c'est hyper déshumanisant. Il y a vraiment ce truc il faut tout être les mêmes, quoi. Pour correspondre au moule acceptable par la société et par, on va dire, les hommes, en fait. Ouais. Mais je pense que c'était il y a pas si longtemps que ça, parce que moi, j'avais pas WhatsApp quand j'étais au lycée. Hein. Ça existait pas trop. C'est peut-être récent, effectivement. Je pense que c'est pas si vieux. Mais du coup, je sais pas si t'es encore amie avec ces personnes, j'espère non, elle que a mis non. guillemets à amie. Mais oui, entre guillemets amis, du coup, déjà, ça voulait tout dire. Et effectivement... non, mais attends, il y a écrit, j'ai toujours le groupe WhatsApp. Non, mais il faut absolument que tu fasses un prank sur ce groupe WhatsApp. Grave. Genre, trouve un tuto. Tu peux faire un tuto, genre, être de meilleures personnes. Ouais, genre tu trouves un tuto comme ça, genre comment ne pas être une grosse conne. Et genre tu leur envoies sur le groupe WhatsApp, ou comment être une personne déconstruite, et tu leur envoies ça sur ce groupe WhatsApp. Grave, tu peux essayer de renverser la tendance et du coup faire que des tutos pour devenir une personne plus déconstruite, une personne plus safe, une personne plus bienveillante, et tu leur envoies que des tutos comme ça, genre. Comme ça tu... Envoie-leur notre podcast sur le... Ouais, sur exactement. Fais-le sinon conséquence. Non mais en vrai ce serait trop drôle. Tu sais, tu trouves vraiment un tuto genre comment être une personne moins conne et déconstruite, et hop, t'envoies ça, quoi. Grave. Genre ça serait hilarant, et après tu quittes le groupe WhatsApp. Genre en mode vraiment tu drop the mic et tu te casses, genre. En vrai ce serait trop drôle. Ouais. Tiens-nous au courant si tu le fais. Fais-le, s'il te plaît. Mais tu vois, au début quand j'ai commencé à lire l'anecdote avec les groupes WhatsApp et tout, je me suis dit ça va être un truc de tu sais, elles ont créé un autre groupe et elles parlaient sur sa gueule et tout machin. Genre moi j'avais trop des trucs comme ça quand j'étais au collège lycée, je pense que tout le monde parlait sur ma gueule. Ouais. Je n'ai jamais eu la certitude, mais je suis sûre qu'il y avait des groupes où ça parlait de moi. Oui, puis tu sais, moi ça m'a fait penser à un truc, ça n'a rien à voir, mais c'est un truc trop drôle, genre, tu sais, quand t'avais un groupe de personnes qui te regardaient et qui rigolaient, et quand tu t'approchais, elle disait non, mais t'inquiète, mais juste, tu peux repartir, mais promis, on parle pas de toi. Hein. Ouais, et toi, tu repartais. Toi, tu repars, genre. Ouais, je vois très bien le truc. Ok, donc si tu parles pas de moi, ça veut dire que je peux rester, non? Bah non. Non, mais t'inquiète, hein. T'inquiète, on parle pas de toi, promis, juste pars. T'es juste pas convié à la blague, en fait. Voilà. Ok, non mais en vrai, vraiment, ce serait hilarant que tu fasses ça. Genre, tu trouves un tuto comme ça, genre comment devenir une personne plus déconstruite, tu te drops dans le truc et tu te casses, genre. Ce serait vraiment trop drôle. Grave, tiens-nous au jus. Ok, on passe à la dernière anecdote. Ok. De cet épisode. Ouais, elle est plus courte. Oui. Ok. Heureusement, parce que si on avait que des anecdotes... Anecdote, ça. Moi, je vais parler avec un ton moins monotone. Tu t'es resté bloqué là-dessus, ça te fait rire. T'es vraiment une gamine. Je suis un bébé, moi. J'adore le comique de répétition, si vous n'avez pas compris. C'est le bruit de Flo qui pète. Et c'est le truc qui l'a fait rire. Anecdote 5. Anecdote 5. Du coup, anecdote 5, on va y arriver. Je connais mon meilleur ami depuis que j'ai 15 ans. On a toujours été très proches et très fusionnels. En mai 2023, on m'a offert des places pour aller voir Harry Styles. Je l'ai donc invité à venir avec moi. Quiproquo sur quiproquo, on fait qu'on ne s'est pas parlé pendant 1 an. Merci Harry Styles. Et c'est redevenu normal, aussi fusionnel et aussi proche, du jour au lendemain. T'as pas compris l'anecdote? Je la connais tellement par cœur. Quoi? Ta tête, elle s'est bloquée. Genre, j'ai rien compris. Qu'est-ce que je dois dire? Mais je pense qu'ils se sont pas parlé pendant 1 an, mais ils se sont retrouvés au concert d'Harry Styles et que du coup, la relation elle est repartie comme si de rien n'était et plus fusionnelle que jamais. Mais non, c'est pas ça que j'ai compris, moi. Moi, j'ai compris en mode... En mai 2023, on m'a offert des places pour aller voir Harry Styles. La personne l'a invité. Et à partir du moment où la personne l'a invité, il y a eu quiproquo sur quiproquo. Quiproquo sur quiproquo. Et ils se sont pas parlé pendant 1 an. Et après, elle dit genre, merci Harry Styles, en mode ironique, genre. Ah. Et du coup, après, c'est redevenu normal. Aussi fusionnel et aussi proche du jour au lendemain. Ah ouais? Ouais. Bah, je sais pas, moi j'ai pas compris ça comme ça. Ah ouais? J'aimerais bien que la personne qui nous a écrit nous... On va faire comme si c'était moi qui avais bien compris. Vu que c'est moi qui ai lu. Vu que c'est moi qui ai lu. Ok? T'as pas le choix. Ok. Du coup, donc en gros... faire un tuto... Un tuto, j'ai toujours raison. Tu vas envoyer un tuto sur WhatsApp. Ouais, exactement. Ok. Du coup, en gros, donc tu l'as invité au concert de Harry Styles et à partir de ce moment-là, il y a eu des quiproquos de fou et vous n'avez pas parlé pendant 1 an.
Bah, ça revient à ce qu'on disait sur l'épisode précédent dans les relations amoureuses et tout, là, même truc amical et tout, genre juste communiquer, quoi. Ouais. En fait, au lieu de toujours être... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les relations amicales que j'ai pu avoir qui ont présumé des choses. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui présument beaucoup de choses. En mode genre, ouais, si t'as dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais demande-moi en fait pourquoi j'ai dit ça. Tu vois. En fait, demande-moi la version des faits et demande-moi le pourquoi du comment, au lieu de t'imaginer une histoire et de considérer que cette histoire elle est forcément vraie, tu vois. Et les 3/4 du temps, en fait, l'histoire que tu te fais dans ta tête elle est complètement fausse. Et si tu poses la question, tu t'en rendras compte et ça réglera tous les soucis en quelques secondes. Nous autres, les êtres humains, nous avons une capacité qui est à la fois un outil et à la fois un fléau qui est l'imagination et donc l'intellectualisation de manière globale, dont l'imagination fait partie. Et en fait, on a une tendance vraiment réflexe, j'aurais presque tendance à dire naturelle, à interpréter. Et en fait, une interprétation, c'est pas toujours collé à la réalité. Et donc en fait, si une personne va me dire quelque chose, je peux très bien interpréter son intention, interpréter ce qu'elle a dit. Et en fait, généralement, on va interpréter dans le sens de nos croyances à nous. C'est-à-dire que si moi j'arrive et que je te dis... C'est un peu le biais de validation, quoi. Genre, biais de confirmation, ouais. De confirmation. Ouais, clairement. Moi, si à un moment je te dis, ça va, t'as l'air fatigué. Du coup, si toi, t'as des croyances internes un peu dévalorisantes ou t'as pas trop confiance en toi, tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là, elle dit que je suis fatiguée, c'est pour me dire que je suis moche, etc. Nanana. Et du coup, tu vas te faire tout un truc dans ta tête, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Soit tu vas te braquer, ou peut-être que tu vas me répondre un peu méchamment. Toi aussi, hein, t'as l'air fatigué, hein. Ouais, voilà, peut-être que tu vas être passive-agressive, etc. Alors qu'au final... Sûrement, me connaissant. Alors qu'au final, en fait, à tout moment... j'étais juste inquiète et vraiment concernée par le fait que tu aies l'air fatiguée parce que je m'inquiète pour toi et parce que je tiens à toi, tu vois ce que je veux dire. Mais là-dedans, dans cette équation, il manque une chose que j'aurais pu, moi, mieux faire. C'est-à-dire communiquer mon intention. C'est-à-dire qu'en fait, si je communique pas mon intention clairement, en fait, la personne, elle va interpréter mon intention. C'est vraiment hyper réflexe chez les gens. Alors que si je dis, ça va, t'as l'air fatiguée, c'est vrai que tu sais que je m'inquiète pour toi et tu sais que, moi, je veux juste que t'ailles bien. Donc là, j'ai l'impression que t'es pas bien. Du coup, tu sais que tu peux tout me dire. Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment tu vois ? Je voulais te dire que... Et en fait, là, je communique mon intention. Ouais. Donc en fait, la personne, elle a beaucoup moins d'espace d'imagination. Et là, elle peut plus se dire, ah oui, parce que je suis moche, non, parce que je viens de lui dire que c'est parce que je tiens à elle et parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elle aille bien. En fait, il y a deux choses. C'est la personne qui va dire les choses doit limiter l'espace d'imagination et de projection et d'interprétation, et la personne qui reçoit a juste le droit aussi de demander genre pourquoi tu me poses cette question, tu vois, et genre pour limiter cet espace à nouveau d'imagination, etc. Exactement. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est hyper important dans les relations amicales aussi, parce qu'on a tendance à beaucoup en parler pour les relations amoureuses, de beaucoup communiquer et tout, mais pour les relations amicales c'est pareil, et je trouve, moi en tout cas dans les expériences que j'ai pu avoir, qu'il y a beaucoup qu'on a tendance à moins limiter ces espaces d'imagination dans les amitiés, et qu'il y a beaucoup de fois où dans mes amitiés il y a eu des choses qui se sont passées où en fait c'était vraiment basé sur full imagination et full projection de la personne en face, alors que si la personne avait demandé genre le pourquoi du comment, on n'en serait jamais arrivé là, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc effectivement, si un jour une personne vous dit quelque chose et que pour vous il manquait des éléments pour que ce soit clair, posez-lui la question, demandez-lui en plus. C'est tout à fait normal pour vous de vous sentir un peu déboussolé parce que la personne ne vous a pas apporté tous les éléments de clarté, et tout comme la personne elle a peut-être pas du tout pensé à mal en n'étant pas trop claire. Et donc en fait le meilleur moyen pour éviter tout quiproquo, c'est de reclarifier, et donc de dire là regarde, tu viens de me dire ça, j'ai pas trop compris pourquoi, est-ce que tu peux juste mieux m'expliquer, et voilà, fini. Là, peut-être qu'à tout moment, ce que vous aviez imaginé est la vérité. Ouais, mais au moins vous aurez les éléments. Mais au moins vous aurez tous les éléments et vous n'allez pas vous faire une idée sur quelque chose qui n'est pas fondé, quoi. Exactement, parce qu'ensuite va s'en suivre. En fait, quand on agit sur nos bases d'interprétation, on a d'énormes chances de se tromper. Et donc, on agit sur nos bases d'interprétation. Du coup, la personne va recevoir notre action qui vient d'une interprétation, la personne va l'interpréter, la personne va réagir, et en fait c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, et c'est un terreau fertile pour les quiproquos, pour les incompréhensions, pour les conflits, alors que ça peut être très facilement enterré par une question, et par aller clairement demander plus d'éléments, plus de clarté, et même si parfois ça fait un peu flipper d'aller voir l'autre et lui dire voilà, j'ai pas trop compris ça, c'était quoi ton intention, je vous assure que c'est tellement efficace. Ça permet tellement de réduire le risque de conflit et d'incompréhension que c'est
un tout petit peu désagréable pour beaucoup de sérénité juste après. Donc franchement, la balance bénéfice-risque, elle est clairement du bon côté. Et je trouve que l'anecdote, elle est cool aussi parce que ça montre bien que tu peux avoir des fois dans des relations des moments qui sont pas ouf. Et pourtant redevenir amie ou reprendre la relation où est-ce qu'elle en était, être capable de surmonter ces trucs-là et d'accepter qu'il y a eu des différends pour pouvoir continuer une amitié. Et je trouve ça cool aussi, tu vois, de dire que les relations, elles sont pas binaires tout le temps et que ça arrive parfois que dans des amitiés, tu t'éloignes, tu prennes des distances, tu sois moins proche, que tu reviennes, que machin et tout. C'est comme toutes les relations, on change, on évolue, nos besoins, nos limites aussi. Et en fait, des fois, t'as des amis avec qui t'es plus proche pendant certaines périodes de ta vie, d'autres moins proches. Et c'est ok. Et c'est ok. Non, mais je trouve ça cool, tu vois, aussi de montrer ça parce que c'est vrai que tout n'est pas linéaire dans les relations et dans les amitiés, quoi. Et moi, la seule chose par rapport à l'anecdote, c'est que j'espère juste qu'ils ont parlé de cette période de flou pendant 1 an. C'est-à-dire que faire comme si de rien n'était, moi j'aurais tendance à trouver ça peut-être un peu étrange, parce que ça serait un peu genre mettre sous le tapis peut-être ces fameux quiproquos dont la personne parle, alors que c'est, je pense, quand même important d'adresser justement ces quiproquos-là, voir ce qui a raté, voir ce qui a créé cette distance, pour essayer, si on en a envie, de faire en sorte que ça se reproduise pas, ou d'avancer, de réparer les choses s'il y a des choses à réparer. Donc moi j'espère juste que ces personnes-là en ont parlé ensemble. Mais effectivement, c'est chouette aussi de montrer ce truc où les relations, c'est pas linéaire et c'est pas grave en soi. Le tout, c'est d'en parler. Et ça resurchauffe, donc on va... Je sais. Du coup, voilà, c'était la dernière anecdote. Ouais. J'espère que ce 2e épisode de cette saison vous aura plu. En tout cas, nous, pour l'instant, on kiffe bien découvrir vos petites anecdotes. Ouais, donc grave. N'hésitez pas à nous déposer les autres pour les prochains épisodes. Ouais, les liens des formulaires, ils sont dans la bio de notre compte Instagram. Et TikTok. Et TikTok aussi. Et YouTube. Et YouTube aussi. Partout, en fait. Et partout, voilà. en fait. Du coup, voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ouais, trop hâte. En attendant, prenez soin de vous. Oui. Et on a hâte de découvrir vos prochaines anecdotes. Ouais. Et n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit en commentaire. Ouais. Et à lâcher un petit like ou à vous abonner si ça vous plaît, évidemment. À bientôt. À bientôt. Bye. Salut.